Salut à tous et bienvenue sur PEA Dividende. On va faire l'analyse fondamentale de Total. On va voir la présentation du groupe et l'activité du groupe en images pour mieux comprendre son fonctionnement et que ça n'est plus vraiment de secret pour vous. Et ensuite, on va essayer de dédramatiser tous les ratios comptables pour pouvoir mieux comprendre l'activité du groupe et savoir ce qu'on peut attendre de la prochaine publication de résultats. Alors on va commencer avec la présentation du groupe, ensuite on regardera le dividende de Total, on fera un point sur la stratégie de croissance et les perspectives du groupe, et on verra aussi les indicateurs économiques depuis 2015, donc avec les résultats du groupe. Ensuite, on regardera la notation des analystes et des perspectives sur le titre. On refera un point rapide sur les résultats qui étaient tombés au troisième trimestre 2020 pour ensuite envisager les objectifs que l'on va atteindre le 9 février lors de la publication des résultats du quatrième trimestre. Allez, on va se retrouver tout de suite avec la présentation du groupe. Le groupe Total est un acteur incontournable de l'énergie. C'est un groupe intégré qui travaille aussi bien sur l'amont et sur l'aval de sa chaîne de valeur et qui va donc explorer et produire elle-même le pétrole, le gaz, les énergies solaires et les bioénergies et qui va la valoriser et la transformer en fait en faisant du raffinage, de la pétrochimie et des polymères, c'est-à-dire qu'ils vont aussi bien pouvoir créer du carburant que des plastiques pour le secteur automobile, l'emballage ou l'électroménager. Elle va ensuite le transporter et le distribuer aussi elle-même. Elle va faire du négoce, du shipping, elle va vendre des produits et des services et tout ça par le biais de son réseau de stations-service. On va pouvoir voir que le groupe est présent dans la production d'hydrocarbures principalement en Europe, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique, que ces sites de raffinage sont principalement en Europe et que les stations-service se trouvent aussi également en Europe mais aussi en Afrique. On va voir que les parts de marché de Total représentent 3% de la production mondiale. On a une production mondiale de 100 millions de barils par jour et Total en produit 3 millions. C'est-à-dire que au niveau mondial, les majors en fait qui sont Exxon, enfin, et les majors pétrolières se partagent 20% du gâteau, que le reste est partagé avec les nations de l'OPEP, qui sont des compagnies pétrolières nationalisées, et aussi les autres nations qui représentent 38%. Donc c'est-à-dire que la part du gâteau de Total reste quand même assez petite et qu'en plus ils sont obligés de se battre avec les 20% restants. Au niveau de la consommation finale, elle se répartit sur trois grandes parties. Le transport, l'industrie et aussi donc les résidents et le tertiaire, le secteur tertiaire qui représente aussi les commerces. On va voir maintenant le dividende de Total que tout le monde connaît, qui est un dividende aristocrate, et on va regarder un peu plus en détail. Donc le groupe Total est connu pour son dividende aristocrate, c'est-à-dire que c'est un dividende qui n'a jamais été réduit et qui est en constante augmentation, mis à part la petite phase qu'on a eue ici après la crise de 2008, et ils ont toujours réussi à l'augmenter pour arriver de nos jours à un dividende de 2,68 €. Sur le rendement brut annuel, on a un rendement qui est depuis 2010 sur une moyenne de 5,6% et on a cette année un rendement de 7,5% sur le titre. On va regarder maintenant les perspectives du groupe, donc avec quatre axes d'amélioration dans le futur, donc qui va être au niveau du gaz naturel dans un premier temps. Donc avec la volonté de croître dans le GNL, ils sont actuellement numéro 2 mondial et ils ont 10% de part de marché. Donc ils vont vouloir accroître cette part de marché et aussi promouvoir le gaz naturel dans la génération d'électricité. Aussi au niveau de l'électricité maintenant, ils vont vouloir accélérer leur investissement principalement dans le renouvelable et vouloir maîtriser totalement leur chaîne de production, leur chaîne de valeur en ayant une production, du stockage, du négoce et pouvoir la commercialiser. Au niveau des produits pétroliers, ils vont maintenant concentrer leur investissement sur des produits pétroliers à faible coût d'extraction qui vont pouvoir leur permettre d'améliorer leur marge
sur le prix du pétrole et ensuite adapter leur capacité de raffinage pour pouvoir avoir un taux d'utilisation des raffineries optimal et améliorer les marges des raffineries. Ils vont aussi investir dans la neutralité carbone, donc dans des puits naturels de carbone, des forêts, etc. Au niveau des énergies qui sont vendues actuellement par Total à leurs clients, 55% va être des produits donc liquides comme le pétrole, 40% va être du gaz naturel et 5% de l'électricité. Leur perspective d'évolution de vente d'ici à 2030 va être de 30%. Donc la demande pour eux va augmenter de 30%, et sur ces 30% là, ils anticipent une baisse donc de 30%, c'est-à-dire que la part des produits pétroliers va passer à 30% au lieu de 55% actuellement. Ils vont combler ça en vendant plus de gaz naturel, donc 50% contre 40% actuellement, et par les énergies renouvelables qui représenteront 15% de leur vente contre 5% actuellement. On voit que l'évolution de la consommation d'énergie dans le monde est constante depuis 1965 et que chaque décennie, elle augmente de plus de 20% à plus de 30% tous les 10 ans. Donc ceci est constant et nous permet d'anticiper éventuellement. Donc on se retrouve en 2030 sur ces niveaux-là. On va regarder maintenant la demande d'énergie primaire dans le monde avec un scénario qui est dit momentum ici par Total. Tout ça comprend éventuellement les accords écologiques, etc., avec sur les émissions de CO2. Et donc, dans le scénario le plus réaliste pour Total, on se retrouverait en 2050 avec une demande qui stagnerait et on aurait un scénario de rupture qui serait celui-ci où on éliminerait totalement, enfin quasiment totalement, les émissions de CO2 d'ici 2050. Donc pour l'instant, en 2018, on voit qu'on a une demande qui est composée donc principalement de charbon, d'huile, de gaz et d'énergie renouvelable et électrique ici. Et que cette partie-là, en fait, on va voir que le charbon en 2050, donc sur le scénario momentum, va légèrement diminuer. Exactement ici pour le pétrole va aussi diminuer mais faiblement, et que la partie qui va prendre le plus de place maintenant, ça va être les gaz et les énergies électriques et renouvelables. Dans le scénario du pire, on voit qu'effectivement les énergies charbon vont carrément disparaître, que le pétrole va quasiment être réduit de moitié, mais qu'on conservera quand même une partie sur le gaz et les énergies renouvelables. Donc on comprend pourquoi Total, qui a investi dans le gaz, conserve cette partie et cherche à la développer. C'est parce que la demande va continuer de se faire sur le gaz naturel et sur les bioénergies qui sont juste ici, et qui va être donc le cœur de développement de Total dans le futur. Donc on passe aux indicateurs économiques sur Total. Donc les 5 indicateurs qu'il faut suivre sur les marchés. On fera une vidéo plus détaillée pour savoir comment on fait pour trader avec ces indicateurs sur l'action totale. Mais ce qu'il faut suivre, c'est la parité euro-dollar. Il faut aussi suivre le prix du Brent, le prix du gaz, les décisions de l'OPEP sur les quotas de production dans le monde, et aussi les indicateurs économiques de PIB et de création manufacturière. Euh, Ensuite, il faut aussi regarder les politiques de transition écologique, savoir si elles se durcissent ou si elles stagnent. Il faut aussi faire attention aux risques géopolitiques. Si Total a un site de production dans une zone à risque, il faut faire attention à ce que ça ne tombe pas à l'eau. Et aussi regarder les acquisitions et les découvertes de Total pour pouvoir anticiper éventuellement les réserves de pétrole et d'hydrocarbures dans le futur, ce qui donnera de la visibilité au groupe. Au niveau des fondamentaux financiers du groupe, donc Total est un groupe qui est quand même assez solide, qui a une discipline dans ses investissements en organique, qui a un point mort cash inférieur à 25 dollars par baril, et qui a un niveau au niveau de son bilan qui est solide, avec un endettement qui est sous contrôle et qui est aux alentours des 30% pour information. Donc on va passer maintenant au chiffre d'affaires consolidé de Total. On a vu qu'on était en 2019 sur un niveau quand même de 200 000 millions de dollars,
que cette année on s'attend à faire 100 000 millions de dollars. Donc le trait rouge que vous avez ici, ça va être le résultat du quatrième trimestre qui est anticipé, et le trait vert, c'est celui du troisième trimestre qui est déjà validé. Donc ça nous permet de voir quand même que le chiffre d'affaires a été divisé par deux, que le résultat en 2019 était de 12 000 millions de dollars, et que là on l'attend sur des niveaux inférieurs à 4 000 millions de dollars. On a un résultat net ajusté dilué par action qui était auparavant au-dessus des 4 dollars par action, et on l'attend sur des niveaux inférieurs, donc autour et proche des 1 dollar par action. Donc il a été quasiment divisé par 4. On a une rentabilité des capitaux, donc c'est-à-dire que les capitaux que utilise Total pour faire des bénéfices représentaient donc en 2019 environ 10%, et que cette année ils ont été divisés par 2. Donc au troisième trimestre on voit qu'on était déjà sur du 5%, et on anticipe au quatrième trimestre une rentabilité des capitaux qui est aux alentours des 3,5%. On va voir aussi le flux de trésorerie d'exploitation qui était au-dessus des 22 500 millions de dollars en 2019, et qui est passé en dessous des 12 500 millions de dollars, qui sont attendus pour le quatrième trimestre. Pour l'instant, au troisième trimestre, on a validé une trésorerie pour l'instant de 10 000 millions de dollars. Au niveau des investissements, pour compenser sûrement le fait que le chiffre d'affaires était divisé par 2, donc que la rentabilité était diminuée, il faut préserver la trésorerie, et pour préserver cette trésorerie, il faut diminuer les investissements. Et là, il va falloir s'attendre à ce que les investissements futurs de Total aient fortement diminué. Pour l'instant, on valide que les investissements ont été à hauteur de 7 000 millions de dollars sur le troisième trimestre, et on espère qu'ils ne dépasseront pas les 10 000 millions de dollars au quatrième trimestre. Sinon, la trésorerie sera sûrement fortement impactée. Cette année, Total a fait une dépréciation d'actifs de 8 milliards de dollars, et elle a été faite sur les sables bitumeux canadiens. Les sables bitumeux canadiens qui avaient un coût d'extraction donc qui se situait aux alentours des 70 dollars par un baril. Et donc Total a envisagé le fait que dans les années à venir, on ne pourrait pas y toucher, et donc la déprécier de ses actifs. Donc ça ne veut pas dire que c'est 8 milliards de perdus, c'était juste qu'ils l'ont retiré de leur bilan, et que pour l'instant les cours sont aux alentours des 55 dollars le baril, et que si les cours repassaient au-dessus de ce niveau-là, les sables bitumeux du Canada pourraient être intégrés aux actifs de Total. Ensuite, il faut savoir que Total a un coût d'extraction de 25 dollars par baril, c'est inférieur au coût qu'on peut retrouver au Moyen-Orient. Et cela, ça peut s'expliquer par le fait que les majeures pétrolières qu'on a vu tout à l'heure dans les parts de marché, les majeures pétrolières qui, elles, sont libres, ont une possibilité de recherche en développement, et ont des technologies que n'utilisent pas les compagnies nationales. Et ça permet aux groupes donc, de ces majors, donc comme Total, d'avoir une extraction qui est beaucoup moins chère. Donc on voit que Total a quand même un avantage compétitif assez important sur l'extraction d'hydrocarbures. On passe maintenant au bilan de Total, donc sur les actifs, pour voir un petit peu cette dépréciation d'actifs, si elle a bien été intégrée sur le bilan. On voit donc dans les immobilisations corporelles entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2020 qu'on est bien passé de 116, alors ça c'est en millions de dollars, hein, 116 408 millions de dollars à 104 000 millions de dollars. Donc on a bien une baisse ici qu'on retrouve également sur le total des actifs. Donc là c'est beaucoup plus visible, donc on passe de 188 000 à 179 000. Donc on voit bien qu'on a perdu ces 8 000 millions de dollars, donc c'est 8 milliards. Et ici, on a le total des actifs du groupe, et là c'est intéressant parce que depuis le 30 septembre 2019, on était à 260 000 millions de dollars, on est passé au 30 septembre 2020 à 156 000 millions de dollars. Donc on voit que Total a perdu de la valeur, et ça c'est important de pouvoir l'intégrer quand on achète l'action. Donc on va passer à la notation des analystes sur le groupe Total.
qui va se faire sur ce graphique-là. On va avoir en comparaison les autres compagnies de pétrole et gaz, les autres compagnies françaises, en général donc du CAC 40, et ensuite Total, qui va se retrouver donc sur le graphique bleu. Donc sur les perspectives de croissance, on voit que Total est complètement en retrait par rapport aux entreprises du CAC et aussi des pétrolières. Qu'au niveau de la rentabilité, les pétrolières vont pouvoir sûrement retrouver une rentabilité plus rapidement que Total. Donc vont retrouver aussi une situation financière peut-être plus saine rapidement par rapport à Total et aux autres groupes du CAC 40. Au niveau de la qualité des publications, celles de Total ne sont pas forcément bien accueillies contrairement aux autres. Au niveau de la visibilité du groupe, on reste toujours un petit peu en retrait par rapport aux autres aussi également. Au niveau du PER, ça on ne peut pas le calculer vu qu'on est sur un résultat négatif, donc avec la dépréciation que je vous ai expliqué sur les actifs de Total et sur le faible résultat du groupe cette année dû au Covid. Donc du coup la valorisation aussi on ne peut pas trop l'estimer. Par contre au niveau du rendement, on est bien placé, on a un fort rendement sur l'action avec un potentiel de hausse qui est plus important donc, que les autres compagnies pétrolières et que les autres compagnies du CAC 40, qu'on a un consensus qui est quand même très positif des analystes comparé aux autres actions, qu'on a un bénéfice net par action à 4 mois qui est revu un petit peu en retrait par rapport aux autres et que la révision par contre du chiffre d'affaires sur 4 mois va être réévaluée à la hausse. Donc voilà un petit peu le tour des graphiques des analyses qu'on peut faire sur tous ces points clés essentiels qui nous permettent de surveiller donc le cours d'une action et des prévisions. Donc maintenant, on va regarder plus en détail les résultats du troisième trimestre sur le groupe Total. Donc on va regarder les principales données financières et on va regarder le résultat opérationnel net ajusté du secteur dans un premier temps et on va le comparer. Donc là, dans le petit encadré rouge que vous avez juste là, on va comparer donc les 3 premiers trimestres de 2020 avec les 3 premiers trimestres de 2019 et on voit qu'on a fait un résultat opérationnel de 4,5 milliards contre 10,6 milliards l'année dernière, donc qui est en baisse de 60% quasiment. Donc une diminution des revenus opérationnels qui est quand même très importante. Donc on va regarder plutôt ça maintenant. Donc on va comparer ces colonnes-là et on va passer maintenant à la partie exploration où on voit que la partie exploration et production de Total a diminué de 54%, que la partie gaz et énergie renouvelable a diminué également de 50% sur le troisième trimestre en comparable, c'est-à-dire entre cette donnée-là et cette donnée-là. Par contre, en annuel, on voit qu'on n'est qu'à moins 4%. On a la partie raffinerie et chimie, donc qui ne peut pas être calculée, mais on peut voir sur l'ensemble ici de l'année qu'on est quand même sur une diminution de 64% des revenus de raffinage et de chimie. Ensuite, on a la partie marketing et services qui, elle, est à plus 12%, donc c'est-à-dire entre le troisième trimestre 2020 et le 2019, donc ça c'est un point positif, mais sur toute l'année on est quand même à moins 24%. On va regarder maintenant la partie donc, du résultat net du groupe. Donc l'année dernière, on attendait un niveau de 3017, on est à 848, donc moins 72%, ce qui nous fait un résultat net ajusté par du groupe à 2,7 milliards au lieu de 8,6 milliards, donc qui a chuté de 70%. Donc là, c'est vraiment le pur des revenus du groupe qui ont chuté de 70%. Maintenant, on va regarder ce résultat net ajusté en euros. Donc en euros, l'année dernière, on était sur du 2,85 euros donc de bénéfices par action. Et cette année, on est seulement à 0,86 en sachant qu'on a un dividende qui est de 2,68. Donc on génère même pas la moitié du dividende sur le groupe Total.
Par contre, sur le trimestre, on voit qu'on est repassé positif. On était là sur du 0,2 centimes et là on est passé à 0,24 et on peut s'attendre à du mieux pour le quatrième trimestre, du moins je l'espère, ce qui ne permettra pas de combler ici le retard. Mais l'année dernière, voilà, on était à 1 euro sur le trimestre. Ensuite, le nombre d'actions n'a pas changé. Le nombre d'actions en cours en ce moment n'a pas changé. Le résultat net part du groupe, on ne va pas pouvoir le calculer ici. Ensuite, on va regarder les investissements. Donc les investissements ont été ici de 6 milliards sur le troisième trimestre 2019 et ils ont été seulement de 2 milliards cette année. Donc ils ont été divisés quasiment par 3. Voire par plus de 3, donc à moins 72%, et ce qui permet de préserver donc le flux de trésorerie qui reste ici à 4 milliards au lieu de 8 milliards l'année dernière sur le troisième trimestre. On se retrouve donc avec une trésorerie qui est de 9 milliards cette année, donc pour les 3 premiers trimestres, au lieu de 18 milliards. Maintenant, on va passer à la partie production et exploration. Donc on voit que sur la production combinée entre le liquide et le gaz, Total a produit 11% de moins que l'année dernière. Sur la partie seulement liquide, du coup, donc sur le pétrole, Total a produit 16% de moins que l'année dernière. Et par contre, on voit que la partie gaz s'est stabilisée et a fait seulement moins de 3%. Au niveau de la production et de la vente de GNL, donc on se retrouve ici sur une production qui a fait moins 4% et sur l'année qui a été de moins 2%. Sur les ventes totales de GNL, on a quand même une augmentation donc, de 19% là, sur l'année et de 9% sur le trimestre, en comparable avec 2019 ici. Si on augmente les ventes alors qu'on produit moins, soit ils vendent du stock, soit ils se sont fournis ailleurs. Et on va passer de suite aux renouvelables et aux électricités sur les capacités de production. Donc on a une capacité de production qui est passée ici sur du 5,1 gigawatts et qu'ils ont une nouvelle capacité brute électrique installée et en développement qui va atteindre les 14 gigawatts. À ça, il faut le comparer ici à 2019 où on voit qu'on était sur du 2,7 gigawatts, donc ça a quasiment doublé et là on s'attend quasiment à tripler. On a une production nette d'électricité donc en TWh qui a augmenté de 41%, dont les énergies renouvelables qui a doublé également. Et ici, on a une vente d'électricité qui a atteint les 10 TWh, alors qu'on a une production de 4,1 TWh. Comment l'expliquer? Ça veut dire que Total doit se fournir aussi ailleurs en électricité pour vendre de l'électricité et qui n'ont produit que 4,1 TWh. Ensuite, on passe à la partie aval du raffinage. C'est les ventes de produits raffinés par zone géographique. Donc on voit que sur le troisième trimestre 2020, on a vendu 3149, qu'on a fait moins 24% par rapport à 2019, et que par rapport au deuxième trimestre 2020, qui était censé quand même être un des pires, au troisième trimestre, on a fait moins. Donc il faudra surveiller cette partie-là en Europe, qui est quand même le gros du morceau des ventes de produits raffinés, et qui a fait moins 26%. Ensuite, au niveau de la production de produits pétrochimiques, on est à moins 7% sur l'Europe, et par contre au Moyen-Orient, on est sur du positif à plus 11%. Ce qui fait quand même que sur l'année, le groupe arrive quand même à se maintenir dans sa production de produits pétrochimiques, contrairement à sa production d'énergie. Au niveau du raffinage, donc ça ce sont les volumes raffinés, la production de produits pétrochimiques et des taux d'utilisation. Les taux d'utilisation, en fait, on va regarder ça, donc ça permet de calculer la rentabilité des raffineries. C'est-à-dire plus le taux d'utilisation est important, plus la marge sur les produits raffinés va l'être également.
Donc on avait un taux d'utilisation qui était de 57% sur le troisième trimestre. Donc sur l'année, ce qui nous fait un taux d'utilisation de 62%. Et on comprend bien que du coup, les raffineries sont moins rentables chez Total par rapport à 2019 parce qu'on était sur un taux d'utilisation précédent de 83%. Ensuite, on va regarder ici la rentabilité des capitaux qui ont été employés par Total pour générer des revenus dans chaque branche d'activité. Donc on va regarder la partie gaz et énergie renouvelable où on a ici une rentabilité des capitaux qui est de 5,4% sur l'année 2020, sur les 3 premiers trimestres de 2020, et qui était précédemment de 5,8%. Donc Total a réussi quand même à maintenir cette rentabilité sur le secteur gaz et énergie renouvelable. Et on va voir que dans la partie exploration et production, elle a été divisée par deux. On passe sur du 4% au lieu de 8,3% l'année dernière. Donc on a une perte de rentabilité des capitaux qui est importante là-dessus. On a aussi le raffinage et la chimie, où on est sur du 12,3% cette année, alors que l'année dernière on était sur une rentabilité donc des capitaux de 27,1%. Donc voilà, là on explique très bien donc, le taux d'utilisation qu'on vient de voir précédemment dans la partie raffinage. Plus le taux d'utilisation sera important, plus les marges seront meilleures. Et là on voit que de passer de 83% à 57% de taux d'utilisation, ça nous fait diviser par deux ici la rentabilité des capitaux que emploie Total pour raffiner le pétrole. Ensuite, on a la partie marketing et services, dont la rentabilité des capitaux était de 17% et précédemment elle était de 25%. Donc ce secteur-là est maintenu, arrive à maintenir quand même sa rentabilité. Et la part du groupe est de 5,4% contre 9,6% l'année dernière sur la même période. On va regarder maintenant cette rentabilité des capitaux propres qui s'établit à 5,5% au lieu de 10,3% l'année précédente. Donc les capitaux propres retraités moyens ont été de 108 800 millions de dollars et ont généré un résultat net de 5,900 millions de dollars, alors que l'année précédente, elle avait fait 12 milliards de résultats nets avec des capitaux à peu près de même valeur. Donc maintenant, on va passer aux attentes du quatrième trimestre. Donc on va regarder les indicateurs qui vont nous permettre d'anticiper ces résultats-là et éventuellement de se placer sur l'action à l'annonce des résultats. Donc on va regarder les principaux indicateurs qui vont influencer les résultats de Total avec leurs prévisions. Et on voit que la parité donc euro-dollar, elle a augmenté par rapport au trimestre précédent, donc il va falloir intégrer ça dans les résultats. On voit que le Brent également a augmenté, un cours moyen de 44,2 dollars sur les 3 derniers mois, comparé au troisième trimestre où il était à 42,9. Que le prix moyen des ventes liquides était à 41 dollars au lieu de 39,9 sur le troisième trimestre, que le prix moyen de vente de gaz, lui, a fortement augmenté, est passé de 3,31 au lieu de 2,52, et que le prix moyen de vente de GNL est passé à 4 dollars au lieu de 3,57. Aussi très important, la marge sur coût variable du raffinage en Europe, qui était négative sur le troisième trimestre, qui normalement se trouve plutôt sur ces niveaux-là, et qui cette année, ou du moins sur le quatrième trimestre, va repasser positive. Donc déjà ça va être un bon signe pour les résultats qu'on va attendre sur le quatrième trimestre. On va regarder donc le compte de résultat de 2019, on a vu, alors ça c'est un compte de résultat en millions d'euros, qui était à 175 000 millions d'euros, et on va regarder la prévision donc, qui est faite pour 2020 sur l'année, où on attend un chiffre d'affaires qui va être de 96 millions d'euros. Ce qui a été fait déjà sur les 3 premiers mois de 2020, c'est un chiffre d'affaires donc de 87 000 millions d'euros, pardon, de 87 000 millions de dollars, que l'on va convertir en euros, donc qui nous fait 75 000 millions d'euros, et que du coup le manque à gagner pour atteindre les 96 000 millions d'euros d'objectifs qu'on vient de voir dans le tableau précédent, il va nous manquer exactement 21 milliards d'euros. On va passer donc maintenant au résultat net qui a été fait en 2019, qui était de 9 milliards 8 net en euros,
et on atteint un bénéfice net de 3 milliards 100 euros. On passe ici donc sur le résultat net qu'on a actuellement sur les 3 premiers trimestres de 2020, qui est de 2345 millions d'euros. Et donc pour faire la différence avec le résultat qui est attendu, il nous faut un résultat de 823 millions d'euros pour atteindre un objectif minimum pour que ce soit bien accueilli sur les marchés. On va regarder maintenant le bénéfice net par action qui est attendu donc dans le consensus pour l'année 2020. On atteint un bénéfice net par action de 1,19 euros. Et on voit que, comme on a vu tout à l'heure précédemment dans le graphique, dans le tableau, donc on atteint un bénéfice net par action de 1,19, on a dit, et on est actuellement à 0,86 euros par action. Donc on va faire le calcul tout de suite, ça veut dire qu'il va nous manquer 0,33 centimes d'euros pour pouvoir atteindre les 1,19 euros par action sur l'année 2020. Donc c'est-à-dire que lors des résultats, on va s'attendre à un objectif de bénéfice net par action de 0,33 centimes. Donc s'il est au-delà, ça va être bien accueilli par le marché normalement, que si on a un objectif de chiffre d'affaires donc de 24 milliards de dollars et un résultat net de 938 millions de dollars, couplé à un bénéfice net par action supérieur à 33 centimes, les résultats seront dans l'ensemble bien accueillis. Il faudra ensuite se pencher sur les perspectives du groupe, c'est-à-dire que pour l'instant on a un consensus pour 2021 qui est d'un chiffre d'affaires de 116 milliards d'euros, avec un bénéfice net qui va passer à 6,5 milliards d'euros, un bénéfice net par action qui va passer à 2,65 euros par action, et un dividende qui sera maintenu sur son niveau actuel, avec un cash flow par action à 7 euros. Donc voilà, il faudra regarder ces indicateurs-là, voir si en fonction des résultats que Total va faire au 4e trimestre et aura validé pour 2020, si ces objectifs-là sont atteignables ou pas. S'ils le sont aisément pour Total avec les perspectives de marché qu'on aura et de croissance, il se peut que l'action réagisse assez fortement si ça accueille, si on voit que Total a les capacités de les atteindre facilement, ou a contrario, si c'est pas le cas, il faudra s'attendre à des ventes sur le titre. Donc voilà, c'était tout ce qu'on pouvait voir de l'analyse fondamentale de Total pour ce 4e trimestre-là. J'espère que ça vous a aidé, que vous voyez les choses différemment, que certains points n'ont pas été trop complexes, que j'ai pu vous les détailler assez facilement. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, mettez-moi en commentaire vos questions, des points que vous voulez peut-être qu'on voie ensemble. Donnez-moi votre point de vue et voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et je vous retrouve aussi sur la chaîne où on fait des analyses graphiques et on suit l'évolution du portefeuille PEA où j'ai Total en portefeuille. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.